Presque fermée, située au nord de l'Europe, la mer Baltique, comme la Méditerranée de l'Antiquité, a vu fleurir sur ses rivages pendant près d'un millénaire de brillantes civilisations. Malgré leur diversité ethnique et culturelle, les peuples qui bordent la mer Baltique ont tous en commun d'avoir fondé leur puissance et leur richesse sur la suprématie maritime. C'est l'histoire de ces peuples navigateurs que nous vous proposons de découvrir au cours de cette croisière vers les capitales de la Baltique. À Dunkerque, nous embarquons à bord du Chota Rustaveli, un navire ukrainien de 20 000 tonneaux. Construit à la fin des années 60 dans les chantiers navals de l'ex-Allemagne de l'Est, le Chota Rustaveli a longtemps fait les beaux jours des croisières populaires en mer Noire à l'époque de l'Union soviétique. Lentement, le Chota, diminutif donné par l'équipage, est remorqué vers l'écluse qui sépare le port de la haute mer. Dans la passerelle, la décoration un peu surannée ne doit pas faire oublier que les Ukrainiens, comme les Russes, sont d'excellents marins. Réputés pour leur solide formation, ils constituent bien souvent l'équipage des grands voiliers de croisière. Les distributeurs, ils prennent pas l'argent français là-bas, inutile de vous dire. Tandis que l'équipe française en charge des passagers prépare soigneusement la première escale, le pilote norvégien embarqué au petit jour assiste le commandant du Chota dans la prudente remontée du fjord qui mène à Oslo. Il y a plus de 9 siècles, lassé d'avoir parcouru le monde, un autre navigateur, Harald Sigurdsson le Viking, remonte jusqu'au fond de ce même fjord. Nous sommes en 1048, Sigurdsson trouve l'emplacement à sa convenance et décide d'y établir la capitale de son royaume. Oslo, la plus ancienne des capitales scandinaves, est née. Pendant des siècles, Oslo est relégué au second rang, par la puissante Ligue hanséatique tout d'abord, qui lui préfère Bergen pour contrôler le commerce en mer Baltique. Par les souverains scandinaves ensuite, qui maintiennent la Norvège rattachée au royaume du Danemark et de Suède, et lui préfèrent Copenhague ou Stockholm. Vive la France! Il faut attendre 1905 pour que la Norvège retrouve l'indépendance perdue en 1380 et pour qu'Oslo en devienne la capitale. Toujours dominée par la forteresse d'Akershus, à l'allure Renaissance remaniée par Christian IV, Oslo demeure avant tout un port très actif.
Jusqu'au XXe siècle, quand la vie du pays se trouva complètement transformée par la découverte de gisements de pétrole en mer du Nord, toute l'économie de la Norvège était tournée vers la mer. La presqu'île de Bygdøy, située tout près d'Oslo, regroupe plusieurs musées consacrés à l'évocation des plus grands moments de l'aventure maritime du pays. Le musée Kon-Tiki retrace les travaux du scientifique et navigateur Thor Heyerdahl, qui traversa les océans à bord du radeau le Kon-Tiki, puis du bateau de papyrus Ra, afin de démontrer qu'avec de pareilles embarcations, les anciennes civilisations étaient à même de communiquer entre elles d'un continent à l'autre. À quelques mètres à peine du musée Kon-Tiki se situe un musée entièrement consacré au navire polaire Fram. S'appuyant sur une série d'observations de morceaux d'épave de la Jeannette, trouvés au Groenland alors que le navire avait sombré en Sibérie, Nansen établit une théorie sur les courants arctiques. C'est afin de prouver le bien fondé de sa théorie que Nansen fit construire le Fram. En 1893, le Fram quitte Oslo pour entreprendre sa première expédition en direction du pôle Nord. C'est Nansen qui demanda à Colin Archer de construire un bateau ayant la forme d'un œuf et très solide. Il voulait qu'il se comporte comme un savon mouillé afin qu'il se dérobe au lieu de s'incruster dans la glace. Il serait ainsi porté par les glaces, enrobé par elles, ainsi que par la mer. Après environ 1 an et demi, il réalisa qu'il ne pourrait traverser ainsi le pôle Nord. C'est pourquoi il décida de quitter le navire avec un compagnon et dit au capitaine « Continuez à faire vos expériences océanographiques et météorologiques, ainsi autonomes, équipés d'un kayak, d'un traîneau et de skis. On essaiera d'atteindre le pôle Nord, on verra bien ensuite comment rentrer à la maison. » Quel courage, partir ainsi dans l'inconnu. Une pareille détermination, Nansen la doit sans doute au côté viking qui sommeillait en lui. Songeait-il alors qu'il errait dans le froid polaire à Lefre, le fils d'Éric le Rouge qui, accompagné de 35 hommes, découvrit l'Amérique très exactement 5 siècles avant Christophe Colomb. Viking, en norrois, la vieille langue nordique, signifie expédition maritime. Si les Vikings ont pu déferler sur le monde occidental au début du IXe siècle, ils le doivent en partie aux qualités exceptionnelles de leurs navires. Roues de bateaux à l'effigie de dragons, traîneaux, chariots, les objets qui sont présentés dans le musée de Bygdøy proviennent pour l'essentiel des fouilles d'Osberg, où en 1904 fut mis à jour un bateau en chaîne long de 22 mètres. Pour commencer, ils firent de longs voyages, seulement durant les mois d'été, en naviguant avec le soleil, les étoiles et la lune. Ils utilisaient une pierre très amusante, en fait une pierre très fine qu'ils dirigeaient vers l'horizon, et même quand le soleil ne brillait pas, ils pouvaient ainsi continuer à naviguer en direction du soleil en utilisant soit une grande voile carrée, soit en ramant. La plus grosse embarcation fut trouvée en 1904. Elle fut utilisée pour des funérailles, soit d'une dame de la noblesse ou plus probablement d'une reine nommée Orsa. Ils mirent le bateau à sec et installèrent un tombeau, une chambre funéraire, dans laquelle cette reine ou cette noble fut enterrée avec une servante que l'on sacrifia pour elle. Tout autour du bateau en offrande, 12 chevaux, des bœufs, des chiens de différentes races, une charrette, 4 traîneaux ainsi que toutes les choses dont elle pourrait avoir besoin dans sa vie future.
le Chota quitte Oslo et redescend le fjord en direction de la haute mer. Как любой глава семьи хочет знать, что происходит в его семье, так и я. Je suis comme tout chef de famille. J'ai besoin de savoir ce qui se passe dans ma famille. Si je peux l'aider, eh bien je l'aide. En tout état de cause, la vie à bord nous impose de savoir ce qui se passe dans cette famille et comment faire pour aider chacun au mieux. Nous ne sommes pas tout à fait une entité à part entière, bien que le représente un seul pays, l'Ukraine. Nous avons beaucoup de nationalités à bord. Géorgiens, Arméniens, Biélorusses, Russes. Артистка. Avec une régularité de métronome, la nuit comme le jour, le Chota progresse au travers de la mer Baltique. 1500 km nous séparent déjà de Dunkerque. Et tandis que sur les ponts, on prépare l'arrivée prochaine à Copenhague, dans le bruit et la chaleur de la salle des machines, on s'active. À bord, je travaille comme mécanicien en chef. Dans la salle des machines, j'ai la charge de l'entretien et des réparations des moteurs principaux et des moteurs auxiliaires. Je m'occupe également de l'achat des pièces détachées. Ce qui est fascinant sur un navire de croisière, c'est l'existence de mondes parallèles. 2 ponts au-dessus de la salle des machines, nous surprenons une répétition. La force des symboles n'est pas affaire de dimension. Alors que tant de capitales de par le monde ont pour emblème des monuments ou des bâtiments grandioses, la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, le Colisée ou la Place Rouge, Copenhague doit sa notoriété à une simple petite statue en bronze de quelques dizaines de centimètres de hauteur. La petite sirène, inspirée du personnage d'Andersen, n'a pas fini de faire parler d'elle. Le nom de Copenhague, qui signifie « port de marchands », rappelle la tradition commerçante de la ville dès sa fondation en 1167. Malgré la présence de larges avenues et de vastes places comme celle du Palais Royal d'Amalienborg, Copenhague demeure une métropole de taille moyenne où les paquebots rôdent à proximité du centre-ville. À l'image de l'uniforme des gardes royaux, Copenhague est une ville colorée.
Au centre de la vieille cité, les bâtiments de briques rouges se mêlent aux clochers de cuivre vert qui déchirent de leurs formes étonnantes le bleu du ciel d'été. Dans une petite ruelle de la vieille ville se trouve l'un des plus anciens restaurants de smørrebrød de Copenhague. On y servait déjà à la fin du XVIIIe siècle ces célèbres sandwichs dont raffolent les Danois. Le principe semble simple, une fine tranche de pain de seigle recouverte de saumon ou de hareng. Pourtant, les habitués savent que Line prépare les meilleurs et surtout les plus authentiques smørrebrød de tout Copenhague. Il y a plein de sortes de harengs, au curry épicé, mariné ou bien cuit. Il y a aussi d'autres poissons et le célèbre smørrebrød appelé plat du vétérinaire. Chez nous, on prépare des smørrebrød très simples et très classiques. Le smørrebrød existe depuis longtemps. La tradition vient de la campagne, c'était les paysans qui mangeaient ça. Et puis avec le temps, c'est devenu chic et raffiné de manger des smørrebrød. Alors ils sont devenus plus sophistiqués, avec plus de décoration. Ici, nous conservons la tradition et nous les préparons comme autrefois, simplement. À Copenhague, le vélo est roi. Il existe même un peu partout en ville des emplacements où l'on peut en emprunter gratuitement comme un caddie au supermarché. On prend un vélo ici et on le rend là-bas. Copenhague possède son quartier latin. Les rues étroites bordées de librairies ou de galeries d'art donnent sur de petites places envahies par les terrasses de café à la belle saison. À la fin du XVIIe siècle, afin de permettre l'accès des navires à la place royale, on creusa le bassin de Nyhavn. Le commerce se développant, des entrepôts ainsi que des habitations pour les commerçants fleurirent tout autour du bassin. Rapidement, elles se transformèrent en auberges pour marins. Aujourd'hui, restaurants et cafés occupent les demeures aux façades colorées de Nyhavn et les quais du bassin où quelques vieux gréements demeurent amarrés deviennent durant l'été ce que les habitants de Copenhague appellent eux-mêmes le plus long bar du monde. Tandis que le soleil couchant inonde de ses rayons dorés les clochers de Copenhague, nous quittons le port et faisons route au nord en direction de Stockholm, notre prochaine escale.
Poursuivant notre périple au travers de la mer Baltique, nous entamons une étonnante navigation dans l'archipel de Stockholm, que les marins appellent poétiquement le jardin des 1000 écueils. La plupart des 30 000 îles et îlots qui s'éparpillent en mer jusqu'à 70 km des côtes sont inhabitées. Seule une centaine d'entre elles accueillent des visiteurs, constituant ainsi pour les habitants privilégiés de Stockholm un paradis estival tout proche. Midi à Stockholm. C'est l'heure de la relève de la garde devant le Palais Royal. Tandis que ces soldats d'opérette exécutent leur partition avec panache, à quelques mètres de là, en plein centre-ville, de jeunes gens indifférents aux fastes officiels taquinent le saumon. Les eaux de Stockholm sont, dit-on, d'une grande pureté. Bâtie sur 14 îles, Stockholm est appelée la Venise du Nord, ou bien la ville qui flotte sur l'eau. Sur l'une de ces îles, Gamla Stan, s'élève le Palais Royal, un immense quadrilatère composé de 608 salles. Nous sommes maintenant à l'intérieur du Palais Royal de Stockholm, et plus précisément dans la salle à manger du palais. Comme vous pouvez observer, la décoration est très riche, notamment le plafond du XVIIe siècle, de style baroque. Dans l'une des salles du château sont réunis des portraits et des objets ayant appartenu à Bernadotte. Ancien général d'Empire, devenu en 1810 prince héréditaire de Suède sous le nom de Charles XI, Bernadotte et sa jeune épouse marseillaise Désirée Clary fondèrent une dynastie dont l'actuel roi, Charles XVI, est le dernier représentant. Cette salle à manger est encore utilisée par le roi, qui y donne environ 6 à 8 dîners officiels par an. Le palais est maintenant un musée et quand il n'est pas occupé, on peut en visiter les différentes pièces. Naturellement, elles sont fermées quand le roi les utilise. C'est un palais royal et un musée très vivant. Alignés le long des quais comme à la parade, les magnifiques bateaux à vapeur du début du siècle rappellent avec leurs grandes cheminées rouges l'esthétique et l'allure des grands paquebots de cette époque, comme le Titanic. Mais c'est pourtant l'histoire d'un autre naufrage qui marque l'histoire du port de Stockholm. Tout commença quand Anders Franzén trouva le bateau au milieu du port de Stockholm. Un jour, il sortit de l'eau un morceau de chêne noirci. Cela signifiait que ce qui gisait là, en dessous, c'était un gros bateau ou quelque chose de très vieux, parce que la plupart des bateaux à cette époque étaient construits en chêne et que le chêne, en restant longtemps dans l'eau, devient noir. C'était donc une découverte importante. Anders Franzén motiva de nombreuses personnes. Ils envoyèrent des plongeurs et rapidement ils trouvèrent le Vasa, qui avait sombré en 1628 lors de son voyage inaugural au milieu du port de Stockholm. Ainsi, avec cette histoire, le Vasa naquit une
Le Vasa était le plus coûteux et le plus richement décoré des navires de guerre construits par la Suède à cette époque. Une coque faite de 1000 chaînes, 64 canons de gros calibre, des mâts hauts de 50 mètres et des centaines de sculptures dorées et peintes. Le jour de son premier voyage, les habitants de Stockholm qui se pressaient sur les quais furent les témoins du naufrage. À qui la faute? Le vent, les canons mal arrimés, la construction? L'architecte avait construit quantité de bateaux, mais le Vasa était plus grand, plus gros, doté de canons plus lourds. C'était un navire expérimental. En fait, la volonté politique de Gustave II Adolphe, le roi de Suède, qui souhaitait se doter d'une arme surpuissante, se brisa net sur les lois de la physique et les caprices de la météo. Une nouvelle fois, le Chota reprend la mer. Cette fois, il met le cap à l'est en direction de la Russie et de Saint-Pétersbourg. Au matin, nous sommes en Russie. À l'entrée du port, le souvenir de Leningrad s'affiche encore en lettres majuscules. L'escale à Saint-Pétersbourg est attendue différemment selon que l'on soit passager ou membre d'équipage. Si pour les uns Saint-Pétersbourg évoque les palais des tsars, pour les autres, elle représente souvent l'unique occasion de retrouver, après des mois de navigation, une épouse ou un fiancé laissé à l'autre bout de la Russie ou de l'Ukraine. À bord du Chota, comme sur le quai, c'est l'attente. Bientôt suivie de la joie des retrouvailles. Saint-Pétersbourg, c'est avant tout la ville de Pierre le Grand. Une ville surgie des marais du golfe de Finlande au début du XVIIIe siècle, par la seule volonté farouche du tsar. Le dessein de Pierre le Grand était tout d'abord politique et militaire. En bâtissant sa capitale sur les bords de la Neva, il voulait prendre ses distances avec Moscou et les intrigues du Kremlin, et affirmer son opposition au très puissant royaume de Suède qui occupait cette partie de la Baltique. Mais en décidant de faire de Saint-Pétersbourg une ville de pierre et non de bois, selon la tradition russe, Pierre le Grand traduisait sa fascination pour l'Occident qu'il avait découvert alors même qu'il n'était pas encore tsar. Ses successeurs poursuivirent son œuvre, ainsi en 2 siècles, de 1703, date de la construction de la forteresse Pierre et Paul, jusqu'à ce jour d'octobre 1917, où la salve du croiseur Aurore, en direction du palais d'hiver, marqua la fin du pouvoir tsariste. Saint-Pétersbourg devint l'une des plus belles villes du monde. Dans la campagne environnante, les tsars firent construire de nombreuses résidences d'été. Le palais de Tsarskoïe Selo fut élevé à la demande de l'impératrice Élisabeth par l'architecte italien Bartolomeo Rastrelli, à qui elle avait déjà confié le palais d'hiver de Saint-Pétersbourg.
Avec ses 300 mètres de façade bleue et blanche, scandée de colonnes et de statues, Tsarskoïe Selo est un chef-d'œuvre d'architecture baroque. En 1937, la ville de Tsarskoïe Selo prend le nom de Pouchkine, en l'honneur du poète qui y fit ses études. Près du palais, dans le jardin du lycée où séjourna Pouchkine, se dresse une statue représentant le poète en uniforme de lycéen. C'est là que nous avons rencontré Anatoly Sergeyev. Aujourd'hui à la retraite, Anatoly écrit. C'est durant les longs séjours à bord des bateaux où il était marin qu'il découvrit le plaisir de l'écriture. J'étais un marin, mais un marin militaire. Et en fait, tout ce que j'ai vu ou entendu jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si je peux le raconter ou non. J'ai navigué un peu partout, en mer Blanche, en mer de Barents. D'une certaine façon, c'est à Pierre le Grand qu'Anatoly doit sa vocation de marin-poète, puisque c'est lui qui créa la puissante flotte russe de la Baltique. Le musée de la marine de guerre illustre assez bien cette période de l'histoire de la ville. On y découvre la maquette de l'Ingermanland, le bateau préféré de Pierre le Grand. Une toile le représentant pendant une bataille contre les Suédois dans l'embouchure de la Neva. Enfin, une maquette des anciens chantiers navals de l'Amirauté qui furent construits dans les toutes premières années de la nouvelle capitale. Comme pour l'architecture, où elle a recours au talent de l'étranger, l'école de danse de Saint-Pétersbourg fait appel à des Français. Charles Didlot tout d'abord, dès 1801, puis Marius Petipa à partir de 1847. Il prépare l'arrivée, à l'aube du XXe siècle, des étonnants ballets russes de Diaghilev et du chorégraphe Fokkine. Fokkine a amené avec lui tous les meilleurs peintres qui étaient à l'époque. Bakst, Benoît, Dobozhinsky, Karovin, tout le monde travaillait pour les saisons russes. Puisqu'ils étaient, vous savez, comme les papillons volent sur le feu, ils ont volé vraiment vers Fokkine, puisqu'ils ont senti que c'est un nouveau chorégraphe, qu'il fait des choses tout à fait nouvelles. C'est le XXe siècle, le commencement du XXe siècle. Au fond de l'âme, il y a une grande capacité pour la danse, pour la plastique, pour l'art en général. Et je pense que c'est voilà, cette énigmatique l'âme russe. Diaghilev, Fokkine, Dostoïevski, Gogol, Pouchkine, Tchaïkovski, Rimsky-Korsakov. On ne compte plus les enfants célèbres de Saint-Pétersbourg. Anatoly, le marin, ou Victor, le chanteur des rues, resteront sans doute anonymes, sauf pour nous, à qui ils ont dévoilé un petit bout de l'âme russe. Au départ, j'ai découvert Pouchkine, parce que c'est avec Pouchkine que j'ai appris à lire. Pendant le blocus de Leningrad, il n'y avait pas d'autres livres que les œuvres complètes de Pouchkine. Je n'allais pas à l'école. Tout l'hiver, je restais à la maison et je lisais Pouchkine. C'est grâce à Pouchkine que j'ai découvert Pierre Ier et Pougatchov.
Sous les lambris dorés d'un palais, nous retrouvons les passagers du Chota venus assister à un spectacle folklorique. Nous sommes au début de l'été et il fait jour jusque très tard dans la nuit. Durant ces nuits blanches, les gens se promènent sur les bords de la Neva, notamment près du palais de l'Ermitage. Tous attendent 2 heures du matin et l'ouverture des ponts. Celui qui travaille la nuit voit 2 fois plus de choses de la vie. Enfin, c'est ce qu'on dit. Quand je suis occupé à lever le pont, naturellement, je n'ai pas le temps d'être romantique. Une fois les ponts ouverts, les navires remontent en convoi le cours de la Neva. Ils iront peut-être par les fleuves et les écluses jusqu'à Moscou. Certains rejoindront même les rivages de la mer Caspienne. Au petit matin, le Chota quitte Saint-Pétersbourg. Empruntant le chenal qui relie le port à la mer Baltique, pour la première fois de la croisière, il met le cap à l'ouest, en direction de l'Estonie. Nous pénétrons dans le port de Tallinn, la capitale de l'Estonie, au milieu d'une impressionnante armada de ferries. Quand le pays rompt ses liens avec l'Union soviétique et accède à l'indépendance au début des années 90, il se rapproche naturellement de la Finlande, les 2 pays parlant la même langue, le finnois. Ces ferries qui assurent principalement la liaison avec Helsinki font du tourisme la principale ressource du pays. À l'exception d'une courte parenthèse entre 1919 et 1940, durant laquelle l'Estonie connut une première et fragile indépendance, l'histoire de ce petit pays s'écrit au gré des rapports de force entre les grands États voisins, chevaliers teutoniques, suédois ou russes. Signe des temps et symbole du changement, dans ce pays majoritairement luthérien, le Parlement se dresse face à la cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski,
élevée en 1894 par les anciens maîtres russes. La grande place où se dresse l'imposant hôtel de ville gothique est aujourd'hui le lieu de promenade privilégié des touristes et des jeunes Estoniens. Dans ce décor moyenâgeux souffle un vent de modernité qui ne doit pas faire oublier que les Estoniens restent attachés à leurs coutumes. Ainsi, chaque année, se déroule un grand rassemblement de groupes folkloriques venus de toutes les provinces du pays. Nous représentons la minorité Setu. Chaque groupe ethnique, aussi petit soit-il, a le droit à sa langue et à sa culture. Même si l'idée européenne est une bonne chose, chaque groupe ethnique doit garder ses traditions. Au Moyen-Âge, la longue rue qui menait jusqu'au port était l'axe commercial de la cité. Par elle transitaient les importations de sel, de hareng ou de fer, les exportations de grains, de fourrures et de lin. Une nouvelle fois, nous regagnons le Chota qui, en poursuivant sa route à l'est, se dirige maintenant vers la Pologne. Je suis responsable de tous les services du restaurant et en même temps je suis interprète officielle. Avant j'ai été guide interprète, j'ai accompagné des groupes de Français qui se rendaient visiter l'Union soviétique. J'ai fait une demande pour travailler à bord d'un bateau et j'ai été engagée en tant qu'interprète. Voilà. C'est comme ça que je suis devenue marin. Je travaille à bord du Chota depuis 14 ans. Petit à petit, on devient des membres de la même famille. Parce qu'on passe la plupart du temps à bord du bateau. Ça fait à peu près 8 mois, 9 mois par an. Et ça fait un petit État à part, un pays qui navigue. Quand on rentre passer ses vacances, 2, 3 ou 4 mois de vacances, on se rend compte réellement de tout ce qui se passe dans le pays. Parce qu'ici, très éloigné, on n'arrive pas à saisir. Pour moi, le pays, l'Union soviétique, reste mon pays. Nous arrivons en Pologne. Le pilote du port de Gdynia vient de monter à bord afin de diriger les manœuvres d'approche parfois délicates en mer Baltique. La mer, c'est la mer. Elle peut toujours apporter des surprises auxquelles on ne s'attend pas. Et cela est vrai pour la Baltique comme pour la Méditerranée.
En fait, la navigation en mer Baltique est beaucoup plus réglementée qu'en Méditerranée. On doit emprunter des chenaux et respecter des bouées. De plus, la mer Baltique est beaucoup moins profonde que la Méditerranée. Nous quittons le port de Gdynia pour la ville de Gdansk, toute proche. Pour la plupart des gens, que représentait le nom de Gdansk avant les événements des années 80? Pas même un nom sur la carte de Pologne. En quelques mois, les caméras du monde entier affluent à l'entrée du chantier naval. Le syndicat Solidarité de Lech Walesa, soutenu par un pape polonais, défie le pouvoir communiste et provoque sa chute. Gdansk est resté pour les étrangers la patrie de solidarité. Pourtant, la ville possède une âme véritable, forgée au cours de 1000 ans d'histoire. Le patrimoine architectural accumulé au cours de son histoire fut totalement détruit par les troupes nazies lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Pour les Allemands, Gdansk était demeuré Danzig, la cité médiévale. Dans les années qui suivirent la fin de la guerre, la ville fut patiemment reconstruite à l'identique, rue par rue, maison par maison. Ainsi, en empruntant la voie royale, on retrouve la ville qui, avec Bergen ou Lübeck, était l'une des plus puissantes cités de la Hanse, cette association de ports qui contrôlait le commerce en mer Baltique. La population de Gdansk était majoritairement allemande et l'architecture rappelait davantage la Flandre que la Pologne. Pendant des siècles, Gdansk attirait les humanistes et les savants de toute l'Europe, séduits par sa vie intellectuelle et culturelle. Elle a également vu naître des célébrités comme l'astronome Hevelius, le physicien Fahrenheit ou le philosophe Schopenhauer. L'élite des marchands tenait ses réunions dans la célèbre maison d'Artus. À l'intérieur, une salle gigantesque est coiffée d'une voûte gothique. L'une des pièces maîtresses de l'hôtel est un gigantesque poêle vernissé de la Renaissance, dont on dit qu'il est le plus haut du monde. Ces décorations vernissées représentent les portraits des commerçants de l'époque. Le long des murs, on trouve encore les bancs où se tenaient les marchands réunis en assemblée, et dont certains portaient le nom de leur titulaire. Gdansk, comme toutes les villes que nous avons découvertes à l'occasion de cette croisière, a régné sur les rivages de la mer Baltique.
Suspendues au plafond de la maison d'Artus, les maquettes des vaisseaux d'autrefois rappellent les heures glorieuses de son histoire.